sur Backseat, bonsoir le public. Quel plaisir de vous retrouver. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Backseat. Très heureux de vous retrouver. Ça fait bizarre par rapport au Bellucci's la semaine dernière. C'est plus calme. Où il y avait 500 personnes, c'est plus calme. On a quand même le meilleur public du monde. Merci à vous d'être là. Merci à vous, chers amis. Ouais. Bonsoir le chat. Comment tu vas le chat? Ça fait plaisir de vous retrouver. Bonjour tout le monde. On va parler de politique pendant... c'est politique aujourd'hui? Oui, aujourd'hui on a décidé. on n'était pas du tout briefé. Non. C'est ballot. Je croyais que c'était poney. Moi, je m'étais préparé pour les préparé poney. Ouais. Eh ben, écoutez, vous allez nous parler de poney. Mes chroniqueurs et chroniqueuses. Bonsoir Adèle. Bonsoir Jean. Comment ça va? Et tout le monde. Ça va très bien. Ça roule depuis la semaine dernière? Ça roule très bien depuis la Ça s'est semaine bien dernière. passé pour toi le Bellucci's? C'était tellement bien. On a un peu cool. envie que ce soit comme ça presque toutes les semaines, quoi. Ouais, non, mais on kiffe carrément. aussi comme ça, mais c'est vrai que non, c'est chouette. Ouais, c'était vraiment très cool. C'était vraiment cool. Bonsoir Léa. Bonsoir, Jean. Ça va? Écoute, ça va. C'était cool. Toi aussi le Bellucci's, il y a plein de gens qui sont venus te parler et tout. Oui, ils étaient trop mignons. Ils avaient mon livre, ils voulaient des dédicaces et tout. C'était trop cool. Mais oui, c'était trop bien. On a bu des coups, après ils m'ont donné des shots. Oh, ouais. C'était horrible. Pareil, au bout d'un moment, je me souviens plus. Ah oui. T'as vu la grande pancarte? Non, la grande banderole hydrolienne? Oui. Il y a des ça. petits rigolos qui sont venus avec une immense banderole hydrolienne et qui se la sont fait confisquer à l'entrée. Ils se sont fait ban. C'est comme dans le chat. Voilà. C'est le jeu, hein, ça vous le connaissez. Parce que c'était écrit en cap locks. Ouais, c'était du caps lock, c'était du spam et tout. Bon, on leur a rendu à la fin, ils ont quand même gueulé dans la rue hydrolienne et tout. Non, en vrai, c'était marrant. Bonsoir Usul. Bonsoir. Ça va toi? Oui. Toi aussi, t'as oui. kiffé ton Bellucci's? Oui, très T'as bien. kiffé ton Bellucci's. J'ai kiffé mon Bellucci's. Le prix des consos était un peu élevé, mais bon. C'est vrai. Les bières étaient pas ouf. Mais enfin, je sais pas, le partenariat, si je peux le faire capoter en disant ça, donc je vais rien dire. Non, dis rien, ferme-la. Je vais rien dire. Non, les gens extraordinaires, très sympas, tout ça. Non, c'était vraiment chouette. Donc le Bellucci's, pour ceux qui n'ont pas la ref, c'était notre émission de la semaine dernière. On était en public dans un bar qui s'appelle le Bellucci's, voilà, à Paris, avec 500 personnes parmi vous qui sont venues. C'était trop cool. On s'y était engagé dans le financement participatif à faire une émission comme celle-là. Et donc je suis très content. Du coup, pour le son, c'était un peu le bordel, je sais. Vachement dur de sonoriser un plateau politique. Le chat était grave vénère. Le chat était vénère parce qu'on n'entendait pas très bien dans la salle. Après, on a corrigé les problèmes de son. Et puis, il y a Baidi, l'ingé son, qui a passé sa soirée à jouer avec ses potards pour essayer de baisser, de monter le son. Mais voilà, c'était trop cool. Au programme ce soir, les amis, une émission Backseat post-élection présidentielle. On va parler du second tour de l'élection présidentielle. On va parler des élections législatives, puisqu'en ce moment, ça négocie sec pour les circonscriptions. On va vous parler de tout ça. Ensuite, on va recevoir notre invité de la semaine. C'est l'immense Dame qui a accepté notre invitation. J'en suis très heureux. Elle va venir nous parler de son rapport à la politique tout à l'heure. Et ça, j'en suis très content. Et en deuxième partie d'émission, nous recevrons notre invité politique de la semaine, Julien Bayou, secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, qui négocie depuis plusieurs semaines maintenant. Ouais, qui a peut-être des news, quoi. Il y a peut-être des trucs à nous dire. Attends, en priorité direct. C'est sûr. Premier sur l'info, Backseat, évidemment. Là, on est sur les grosses infos. On est sur les très grosses infos. Est-ce qu'il manque des trucs dans l'intro là? Qu'est-ce que j'en suis dans l'intro? Le quiz à la con, on a dit. Toi, t'as kiffé ton Bellucci's? Le quiz à la con, moi j'ai adoré le Bellucci's. C'était trop cool de tous vous voir, de vous voir en personne, vous voir en physique. Vous êtes très beaux et très belles, sachez-le. Voilà, et à la fin on était tous bourrés. Lumineux. Et c'était très cool. Et du coup j'ai pu discuter avec plein de gens parmi vous. Et c'est toujours super sympa de papoter avec vous. Ouais, On c'était a très parlé de cool. plein de trucs et tout. Il y avait les modérateurs qui avaient un petit pins modération. Je sais pas si vous avez vu. C'était trop cool. Donc voilà. Bon allez, sans plus tarder, on commence par les sujets de la semaine. C'est parti pour les sujets de la semaine. Alors, les sujets de la semaine. Premier sujet, on a un nouveau président de la République, figurez-vous. Je ne sais pas si vous étiez au courant. Il s'appelle Emmanuel Macron. Il a 44 ans. Et il a été élu, il a été élu dimanche dernier avec 58% des voix face à Marine Le Pen. Figurez-vous. C'était attendu comme résultat ou il y a eu un petit coup de flip jusqu'au bout pour vous? Moi, j'avais peur. Toi, t'avais peur. Je sais, on en avait parlé, tu me disais, mais arrêtez d'être rassuré. J'étais en plateau d'ailleurs à ce moment-là et j'avais peur de voir genre le pire truc au monde et de devoir la prendre en direct, tu vois. Je pense que j'aurais pleuré. Bah, ça aurait fait une belle séquence, ça aurait fait des retweets. Oui, c'est sûr, mais enfin bon, à quel prix, merci. Ouais. Non, moi, j'étais pas sereine. Adèle? Moi, j'ai cru que ça serait plus serré. Ah ouais? J'étais pas inquiète, en revanche. J'étais assez confiante sur le fait que notre pays n'était pas déjà complètement d'extrême droite, mais en tout cas en majorité. On peut en discuter. Mais, non, mais en tout cas, la majorité, c'est pas le cas. Mais je pensais que ça serait plus serré. Si, on peut en discuter. Bon, t'as envie de discuter, toi? Ouais, je crois que Jules a envie d'en discuter. Non, attends, alors justement, moi je vais lancer le sujet de cette manière-là. 58% face à Marine Le Pen. Le Front républicain, finalement, ça marche toujours.
Oui, Oui, enfin bon, jusqu'à quel point Ouais. quoi. Non, mais non, il y a un moment, parce Oui, que mais tu moi vois, aussi, je enfin, fais partie de ceux, on disait, le Front ça Républicain, fonctionne cette encore, année, le Front mais- Républicain, dis donc, il y a eu des articles dans les journaux la semaine d'avant en disant, ça s'étiole sérieusement, ça s'effrite. Ça fonctionne Bon, encore, bah, mais bon, bah, Le Pen gratte du terrain. Ce que j'allais dire, ça s'effrite. L'extrême droite, de manière générale, gratte du terrain. Il n'y a plus que s'effrite Le Pen tout dans le le paysage politique. Il va y avoir un très bon premier test. C'est que là, je ne sais pas si vous avez vu, mais ce week-end, en plus de l'élection, il s'est quand même passé, il y a eu quelques faits divers, notamment un flic qui a tiré sur 2 personnes sur À Paris, le Pont soir de Neuf l'élection. À Paris. Les 2 personnes sont mortes. Hein. Ce flic a été placé, il me semble, est mis en examen maintenant. Dans le cadre d'un refus d'obtempérer. Voilà. Et donc là, Alliance a commencé à faire monter un petit peu la pression, à réclamer évidemment la libération, à dire que c'était tout à fait injuste. Et parmi les premières revendications là, du syndicat Alliance, qui est un syndicat marqué à droite, mais qui, j'aimerais le rappeler, en 2017 avait appelé à voter Macron pour battre Marine Le Pen. En 2022, il n'a rien dit. Il n'a plus rien dit. Et sa revendication sur son tract, c'était présomption d'innocence automatique pour les policiers. Là, maintenant, là. Voilà ce qu'il demande. Ouais. Ce Là, qui c'est était au déjà le programme. cas. C'était dans le programme de Marine Le Pen. Ce qui était au programme de Marine Le Pen. Donc, premier test, là. Est-ce qu'on a bien fait barrage avec la bonne personne ou est-ce qu'il aurait fallu faire barrage dès le premier tour Voilà, non. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Qu'est-ce qui va se passer? Pour rappeler Est-ce qu'on part vers un droit de tuer pour les policiers? Ça peut être un bon premier test pour voir si, en effet, le pays n'a pas de toute façon sombré dans... Pour rappeler ce qui s'est passé, c'était le soir de l'élection. Une voiture aurait refusé de se soumettre à un contrôle de police et aurait, selon les témoins, foncé vers les policiers qui ont fait usage de leur arme de service et qui ont effectivement donc tué 2 occupants de la voiture. Le 3e est actuellement entendu par la police et les 2 fonctionnaires de police ont été, comme le veut la procédure, l'inspection générale saisie dès qu'il y a usage de l'arme de service et mise en examen au sens premier de la notion d'examen. On examine la situation, on fait le point. Voilà où on en est sur ce truc-là. Alors, ce que je dis ne présume rien des faits, hein. Là, je Ouais, je non, note c'est juste le que commentaire. Alliance Et rien- est en train de faire monter la pression avec une revendication qui vient de l'extrême droite et on va voir quelle va être la réaction derrière du gouvernement ou du prochain gouvernement, on ne sait pas. Mais on va voir si le barrage républicain, ça sert à quelque chose, quoi. Alors, en parlant de barrage, du coup, Emmanuel Macron a célébré sa victoire sur le Champ de Mars à Paris dans un discours somme toute d'un classicisme à crever, discours de victoire qui se veut rassembleur, etc. Il n'y a rien d'original dans ce discours, rien à en penser de particulier. Il a néanmoins eu la phrase suivante: je sais que nombre de compatriotes ont voté pour moi, non pour soutenir les idées que je porte, mais pour faire barrage à celles de l'extrême droite. Ce vote m'oblige. Ouais. Emmanuel Macron semble donc dire, j'ai pas dit encore faire, mais semble dire qu'il entend que sa majorité est un peu plus branlante que ce qu'elle a été en 2017. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez noté aussi? Est-ce que vous pensez qu'il peut en tenir compte? Et si oui, de quelle manière? Pas facile de tenir compte de... Déjà, il y a un petit sujet avec les verbes intransitifs comme ça, mais m'oblige à quoi? Enfin, c'est intéressant parce que ça permet, c'est toujours un peu dans ces formules voilà, sublimes, mais dont on ne sait pas sur le fond à quoi ça l'oblige complètement. C'est ça, c'est d'où la question que je pose, à quoi ça l'oblige? Non, mais c'est vrai, parce que peut-on en vouloir aux politiques de se sentir légitimés par les votes qu'ils ont obtenus? Parce que moi, il y a un miroir que je trouve intéressant sur ce sujet-là, parce que Emmanuel Macron, donc, est légitime à être président de la République. Il a obtenu une majorité au second tour conformément à nos institutions, tout ça. Mais on est les premiers à dire, quand même, il y a quand même une bonne partie de gens, 42% je crois, de vote barrage. C'est beaucoup. Donc c'est des gens qui n'adhèrent pas à son projet, ou en tout cas pas totalement, mais qui le préfèrent lui à Marine Le Pen. Et on a reçu Adrien Quatennens la semaine dernière sur le plateau, qui nous a fait exactement le même discours que celui de Macron côté France Insoumise. C'est-à-dire que les gens qui ont voté pour nous, ils ont voté pour nous. Pas pour rien. Ils soutiennent notre projet, notre programme, etc. Et nous, sur le plateau, on était là. Oui, monsieur Quatennens, mais enfin bon quand même. Mais jusqu'où il va ce mais enfin bon quand même? C'est ça, en démocratie, c'est quand même assez intéressant de se dire. Jules, t'en penses quoi? On sait bien que Macron a d'ores et déjà ça en tête parce qu'il a prévu de faire. Alors à un moment, il était question d'un grand débat permanent, de gouverner un peu autrement, de consulter davantage. Il a dit qu'il le ferait. Il l'a promis, oui. La formule grand débat permanent est tombée un petit peu, a été mise de côté. Par contre, il est d'ores et déjà prévu, il me semble, une grande consultation, voire une comment ils avaient fait là sur le climat là, convention une citoyenne. Convention citoyenne sur la fin de vie. Bon, très bien. Oui. Mais sur les retraites, peut-être qu'il s'agirait cette fois-ci de consulter un peu davantage les syndicats. Après, consulter, ça, pareil. Je ne sais pas si ça oblige, mais
au moins ils se sont obligés de consulter, ce qui était quand même ce qui est pas mal par rapport à avant. Voilà, le trait déjà. de son dernier mandat, ça a quand même été un truc perçu comme très vertical, avec pas toujours beaucoup de consultations. Même la CFDT avait pu être mise de côté. Ouais, et c'est là qu'on rentre dans le jargon, il y a consulter et concerter. C'est pas tout à fait la même chose. Oui, consulter, ça veut dire dites pas ce que vous en pensez et faites ce que vous voulez. Concerter, c'est je vous donne les clés, notamment en dialogue social, je donne les clés aux partenaires sociaux pour qu'ils trouvent un accord, comme ça a pu être le cas par le passé. Donc bon, Mais un petit peu comme ce qu'il a fait au Parlement pendant toute la période Covid, où c'était des votes de consultation. Et tu vois, c'était pas... le travail parlementaire est donc quelque chose... Il y a un bon usage du mot consulter, en effet. Ouais, vas-y. Puis il y a la question climatique. J'ai vu des images, parce que pour préparer le OLG de lundi, j'ai vu des images de... C'est vrai, une célébration ce dimanche 24 avril qui a été moins festive, moins joyeuse que ne l'avait été celle de 2017. On sent qu'ils ont gagné, mais c'est pas qu'ils ont senti le vent du boulet. Mais c'est que, voilà, c'est normal, ça c'est fait, et on continue. Mais parmi les gens qui étaient venus célébrer au Champ de Mars la victoire de leur champion, il y avait des gens qui étaient contents et des jeunes qui étaient là, on espère quand même qu'il fera un petit peu plus pour le climat. Et qui demande à son pote à côté, c'est des bourgeois, ils sont à Paris, Champ de Mars, ils sont là pour fêter Macron, mais c'est des jeunes. Et c'est des jeunes qui disent, quand même, c'est vrai que pour le climat, faudrait peut-être faire un peu plus. Donc peut-être que ça aussi, ça l'oblige. Et que... ouais, peut-être. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Peut-être y avoir besoin de quelques inflexions. Il y a l'Inde qui est en train de cramer, là, en ce moment. Je sais pas si vous avez vu. Ouais. Grosse canicule en Inde, Grosse canicule en Inde en ce moment. Non, mais c'est vrai. Le deuxième mandat pourra pas être tout à fait comme le premier, au moins pour plusieurs raisons. Oui. Et d'ailleurs, je me suis demandé si l'absence de teuf au Champ de Mars avait été une instruction. Enfin, tu vois, le fait que tout le monde est plutôt profil bas. Et, ils ont fait la teuf quand même. Il y a même eu des images de ministres qui ont fait polémique. Oui, moi, je m'en branle des petites polémiques, mais... Trois images de ministres. Oui, il y a peut-être que Joël Giraud, ministre de la Ruralité, qui n'avait pas eu le mémo avec Barbara Pompili. Mais, oui, en effet. Non, mais... On a un ministre de la Ruralité. On avait un ministre de la Ruralité, tout à fait. Joël Giraud qui est un type vachement bien d'ailleurs. Mais... Ah, d'accord. Okay. Faudrait qu'on le reçoive lui sur Backseat. Enfin, s'il est renommé ministre, c'est toujours pareil. Parce que nous, on a essayé, pour tout vous dire, maintenant vous allez les coulisses de Backseat, on a essayé d'avoir des ministres sur ce plateau. Ils nous ont tous répondu la même chose. J'attends de voir le remaniement. Si je suis toujours ministre, je viendrai, mais en fait, j'en sais rien. Donc, du coup, c'est un peu galère. Oui, je pense qu'on peut expliquer aux gens que là, il y a quand même beaucoup de ministres et de potentiels ministres qui attendent impatiemment et avec un peu fébrilement à côté de leur téléphone en s'assurant qu'il est vraiment chargé, pas sur silencieux. Faut pas rater l'appel du président de son entourage en ce moment. Ça capte bien. Non, je suis aux toilettes, je peux pas répondre. C'est pas possible ça. On ne va pas à la campagne, chérie, ce week-end. C'est ça. Emmanuel Macron a été réélu président de la République. C'est le premier président à être réélu hors cohabitation. C'est-à-dire que les deux précédents qui avaient été réélus à l'issue d'un premier mandat, c'était François Mitterrand en 1988 et Jacques Chirac en 2002, mais tous les deux dans des conditions particulières puisqu'ils étaient en période de cohabitation. Ça voulait dire que depuis quelques années au moins, ils n'étaient pas au pouvoir. C'était un Premier ministre qui avait véritablement le pouvoir. On en parlera tout à l'heure avec les législatives. Ce qui veut dire que c'était des présidents qui étaient d'opposition. C'était le chef de l'opposition en fait qui se présentait à l'élection et qui donc faisait une campagne d'opposant à la pratique du gouvernement, etc. Là, Emmanuel Macron a effectivement eu le pouvoir pendant 5 ans et il a été réélu, il a progressé en nombre de voix. Alors ça, je l'ai beaucoup entendu, premier président réélu sans cohabitation, machin. J'ai jamais entendu la formule, c'est le seul président qui a été élu 2 fois face à l'extrême droite au second tour. Si, je l'ai entendu aussi. Moi, je l'ai dit aussi. Mais c'est vrai. Mais c'est ça aussi, ça dit quand même quelque chose. C'est pour ça que je disais aussi... question particulière parce que Jacques Chirac a été réélu en 2002 après une cohabitation et face à Jean-Marie Le Pen, ce qui fait que Jacques Chirac n'était pas content du tout de son élection en 2002 parce qu'il aurait voulu gagner à la loyale une véritable légitimité face à Jospin. Mais il l'a pas eu. Il a eu face à Marine Le Pen, ce qui l'a beaucoup embêté. Là, Emmanuel Macron, effectivement, il a gagné à 2 reprises face à Marine Le Pen. C'est ce qu'il souhaitait. C'est ce qu'il souhaitait, c'était son opposante idéale. Depuis le début, évidemment, c'est sa meilleure ennemie. C'est sa meilleure ennemie, et en même temps, est-ce que ça le fragilise pas ? Mais j'ai l'impression que nos institutions font que non, ça le fragilise pas. Et je pense qu'il s'en tape en fait. Ouais. Moi, je pense pas qu'il va changer. J'ai pas le sentiment qu'il va changer. J'en sais rien. Mais il nous a fait le même. À chaque fois, il nous fait son mea culpa. Il nous l'a fait pour la crise des Gilets jaunes. Il nous l'a fait après la gestion de la crise Covid, quand il y a eu des problèmes sur les masques, quand il y a eu des problèmes sur les tests, quand il y a eu des problèmes sur les vaccins. Alors, il fait ses mea culpa à demi-mot qui est non, ce n'est pas un échec, ça n'a pas fonctionné. Enfin, voilà. Bon, franchement, moi j'en doute. Je pense qu'il va continuer à faire ce qu'il a l'habitude de faire, parce qu'à mon avis, c'est comme ça qu'il fonctionne. Après, ça va dépendre aussi de qui il va s'entourer. Mais vraisemblablement, il va s'entourer de gens qui le font pas trop chier, parce qu'il aime pas trop les gens qui le font chier.
Donc voilà. On verra. Il y a quand même l'ouverture. Enfin, ça c'est évidemment l'ouverture d'une guerre de succession dès maintenant. Ça, on le sait. Emmanuel Macron ne peut pas se représenter en 2027, sauf s'il change la constitution d'ici là. Mais il y a peu de chances qu'il change cet article-là. Donc, se pose la question de savoir qui va reprendre le bébé derrière. Ça va être intéressant. Mais ouais, il va se faire emmerder en interne. Pas mal, beaucoup plus que je vois son premier. Pas qui, franchement, vous imaginez une seule seconde qui à la place de Macron au sein de la République en marche? Édouard Philippe. Mais il n'est pas République en marche. Mais justement, c'est son meilleur atout. Non mais attends, mais en vrai, faisons la politique fiction 2 minutes. Édouard Philippe va pouvoir se targuer dans les années 2025-2026 d'avoir été le Premier ministre du début au moment où vous vous souvenez, c'était bien. Non mais c'est vrai, ça marchait bien, ça avançait, etc. Ensuite, il est parti au moment du Covid et tout, puis le deuxième quinquennat quand même, ça s'est pas très bien passé. J'en sais rien, j'imagine dans ma tête, mais je dis qu'il pourra se targuer de se rappeler au bon souvenir des électeurs de 2017 en disant c'est moi le vrai garant du vrai macronisme, celui qui était cool. Mais on parlait tout à l'heure donc, du fait qu'il ait été élu 2 fois au second tour avec l'extrême droite en face, donc il n'y avait pas eu une majorité d'adhésion et beaucoup de gens ont voté pour lui et pour faire barrage et non pas pour faire triompher une certaine vision du monde en tout cas. C'est Rémi Lefebvre, le politiste, le prof de sciences politiques que j'ai déjà cité dans OLG aussi, qui parle aujourd'hui dans Libération dans la rubrique Idées. Il dit qu'on a fait un pas de plus dans la démonétisation de la démocratie représentative. Ouais. Il a constaté une élection présidentielle plutôt morne. Alors évidemment la victoire ensuite a été morne, mais même le débat il a peu intéressé. Macron n'était pas dedans et il trouve que ce rituel de la présidentielle fonctionne de moins en moins pour créer de la légitimité. Ouais. Et que, d'ailleurs, on le voit, il dit d'habitude, quand le président est élu, les autres adversaires reconnaissent la Salut défaite, même sa victoire. Saluent la victoire. Félicite. Ok, d'accord. GG, comme on dit. Et là, non, ils sont direct partis dans la bataille des législatives, y compris avant même ce deuxième tour qui a été, on va dire, sans surprise, la victoire d'Emmanuel Macron. Normalement, il y a un petit suspense, on ne sait pas qui va gagner au second. Là, non, il y en avait moins. Ouais. Et donc, tout le monde s'est projeté directement dans les législatives. Et qu'en plus, on a un président qui a déjà un gros passif et donc qui n'arrive pas... vous avez vu, de toute façon, là, ses premiers déplacements. Là, il se fait déjà jeter des trucs. C'est ce que j'allais dire. Le démarrage est quand même vraiment violent. Donc on a la figure même du président de la République, ce qui peut être une bonne nouvelle pour les gens qui ont hâte qu'on passe à une 6e République et à un régime plus parlementaire d'ailleurs. C'est que la figure même du président de la République ne provoque plus autant de... Oui, la démonétisation, je la comprends. Et c'est vrai que je suis d'accord avec toi, il y a une forme de paradoxe avec le fait que le déclenchement de la guerre en Ukraine avait recréé quand même un regain de popularité pour Emmanuel Macron, parce qu'en période de guerre, le chef des armées, il gagne toujours un petit bonus de... là c'est grave et tout. Et mine de rien, j'ai même l'impression que l'élection présidentielle a été un boulet à son pied. Il aurait bien voulu continuer à devenir ce chef de guerre, ce chef de négociation et tout, mais il s'est retrouvé obligé de descendre un peu dans l'arène. Il y allait du bout du doigt de pied dans l'eau froide, mais un peu dans l'arène, et à chaque fois qu'il ouvrait la bouche, il perdait des points dans les sondages. Donc Emmanuel Macron, en fait, la présidentielle n'aura pas été un grand moment légitimateur. Je suis assez d'accord, et ça pose des vraies questions, ça pose des vrais enjeux. Est-ce qu'il aurait fallu que ses opposants saluent davantage sa victoire? Je pense un petit peu, mais c'est mon côté esprit républicain. Non mais attends, ils ont quand même pas mal salué avec cette expression quand même qu'on a vu partout de félicitations républicaines. C'est pas des félicitations tout court. Elles sont républicaines, celles-là. Je sais pas, comme si ça te dédouanait un petit peu. Apparemment, même Marine Le Pen, dans son discours de défaite, ne l'a pas félicité, ce qui d'ordinaire se fait. Tout de même, dans son discours de défaite, on félicite. Elle l'a eu au téléphone. Donc elle l'a eu au téléphone après, mais quand lui, il a vu son discours, il a fait quand même, elle est pas gênée celle-là. Machin. Alors que Vladimir Poutine l'a félicité, lui a souhaité une bonne santé. Donc, c'est fou, il était badant ce tweet. Bonne santé. Bonne santé. De la part d'un mec qui a empoisonné des opposants par le passé, je me suis dit wink wink. Bonne santé, comment ça? Fais gaffe à ce que tu manges. Mais en fait, on m'a expliqué, parce que j'ai fait une petite vanne dessus, en disant attention, est-ce qu'on va retrouver des goûteurs à l'Élysée, tu vois? Et en fait, il semblerait que ce soit quelque chose, alors je sais pas si c'est russe ou si c'est Poutine qui a mis ça en place, mais que systématiquement, il y a une espèce de tradition de féliciter tous ses opposants et de leur souhaiter une bonne santé. Ça serait une d'accord, très bien. D'accord. C'est la culture russe. Même ses alliés, il le fait aussi aux alliés, le bonne santé, donc il n'y avait pas de message particulier. D'accord. Bon, je connais mal la culture russe, donc j'en suis navré. Je la connaissais pas non plus. Mais ceci dit, comme ils ont eu parfois tendance à empoisonner des gens derrière, on peut se poser la question de manière assez légitime. En fait. Mais d'ailleurs, c'est connu, dans les négociations internationales, les sommets internationaux, on fait extrêmement attention à ce que touche le président de la République. C'est quand il signe un traité avec le stylo, personne ne récupère le stylo autre que les services secrets du président. C'est hors de question qu'on ait l'humidité de ses doigts pour faire des tests derrière, etc. Non, c'est un truc assez impressionnant. D'où la table de 6 mètres. D'où la table de 6 mètres, oui, en plus il est paranoïaque. Et pas de récupération de l'ADN du président. Non, mais pas un coton-tige dans le nez du président.
puisse le cloner, sinon. Marine Le Pen, entre les deux tours, a quand même perdu 5,4 points. Entre les deux tours. Donc elle s'est effondrée entre les deux tours de l'élection présidentielle. Qu'est-ce qui explique ça ? Entre les sondages de sortie de premier tour sur le second tour et le résultat. D'accord. Oui, parce que elle n'a rien perdu. Du coup, je l'ai mal expliqué, désolé. Oui. Voilà, le match aurait. Voilà, c'est ça. Si le match avait eu lieu le lendemain du premier tour, il aurait été beaucoup plus serré que ce qu'il a été 2 semaines plus tard. Elle a perdu 5,4 points. Ma question, c'est qu'est-ce qui explique cette perte de points ? Est-ce que c'est la force du barrage républicain qui a fonctionné ? Est-ce que c'est le débat d'entre-deux tours ? Où elle s'est encore une fois pété la gueule, on l'avait déjà analysé sur le plateau de Backseat, abonnez-vous. Non, je sais pas, voilà, pourquoi est-ce que Marine Le Pen n'a pas réussi à conserver un socle important en 2 semaines ? Je pense que déjà, il y a des gens qui... on l'a éprouvé nous-mêmes aussi, entourés de gens de gauche. On a vu que le rejet de Macron pouvait être parfois si fort qu'il conduisait à dire des choses le soir de la défaite de Jean-Luc Mélenchon, qui était un peu au-delà de ce qui allait être fait ensuite, et qu'après la pression est un peu redescendue et les gens se sont un peu ressaisis. Je pense qu'il y a plein de gens qui, au lendemain du premier tour, ont dit cette fois, je vais voter Le Pen, et puis après on fait ouais, non, quand même pas, c'est un peu chaud. Il y a peut-être un peu de ça, puis évidemment le débat de l'entre-deux tours. Il y a des gens dans le chat qui ont dit c'est justement les sondages qu'on fait flipper les gens. Donc justement, c'est le fait qu'elle ait été aussi au lendemain du premier tour, les gens se sont dit c'est souvent ça, c'est ce type de mobilisation. Enfin, c'est là où les gens se mobilisent. Il y en a plein aussi qui ont. Il y a beaucoup de gens qui ont hésité aussi à un moment donné en se disant est-ce que j'ai vraiment envie de glisser un bulletin dans l'urne au nom d'Emmanuel Macron, et qui vers la fin ont décidé finalement de jouer le jeu et de jouer la carte du Front républicain. Mais ça reste quand même assez inquiétant. Parce que moi, je le redis, plus le temps passe, plus l'extrême droite augmente, prend des parts sur notre paysage politique. Ça s'inscrit durablement dans une tactique politique qui n'est pas stupide, puisqu'ils le font vraiment, c'est vraiment de la campagne de terrain, avec une implantation très territoriale, des soutiens qui sont très forts dans les territoires. Moi, ça m'inquiète particulièrement parce que j'ai le sentiment que, encore une fois, on va passer 5 ans à ne rien faire pour contrer cette montée de l'extrême droite. Et ça, c'est un truc qui nous pète à la gueule depuis 2002. Et depuis 2002, les gouvernements successifs n'ont absolument rien fait pour contrer la montée de l'extrême droite. Bien au contraire. Ont tout fait pour se retrouver face à l'extrême droite, parce que c'est grâce à l'extrême droite que le Front républicain se réanime et qu'il y a une garantie d'élection à la clé. Donc moi, ce que j'attends aujourd'hui d'Emmanuel Macron et de son gouvernement, et aussi de tous les autres partis politiques français, c'est de faire en sorte de prendre la menace, mais vraiment dans son, dans la dangerosité qu'elle représente, et de faire en sorte de sortir de ce climat xénophobe qui vraiment hante nos institutions et notre République, et vraiment se sortir les doigts pour vraiment changer de discours. C'est plus possible. Mais en faisant comment, en fait, c'est ça la question. C'est quoi en fait l'orientation ? Parce que non, mais parce que Macron, il peut dire moi j'ai essayé, j'ai mis Darmanin ministre de l'Intérieur, j'ai abordé des sujets d'identité nationale. Enfin pardon, il peut tout à fait dire justement c'est ça qui l'a fait monter. Je suis tout à fait d'accord, mais il peut penser que c'est ça qui ne le fait pas. Oui, il peut même légitimement le penser. Je suis d'accord avec toi. Moi, c'est maintenant qu'on sait que ça ne fonctionne pas, et par ailleurs, c'est vrai qu'on savait aussi que il avait envie de se retrouver face à Marine Le Pen, c'est certain. Parce que peut-être que le second tour de l'élection aurait été effectivement très très différent si ça avait été. Il y a quelqu'un dans le chat qui demandait est-ce que c'est qu'une tactique, est-ce que c'est pas aussi un mouvement de fond ? C'est vrai, mais bien sûr, il y a les deux. C'est aussi un mouvement de fond, c'est partout bien sûr, en Europe. Il y a les deux. Une montée de l'extrême droite. Et c'est ça qui est extrêmement inquiétant, je pense. Et c'est pour ça qu'il faut avoir une réponse très forte face à ça. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire déjà réintéresser les gens à la vie publique, faire en sorte de prendre leur avis, mettre des cours d'éducation civique à l'école, expliquer. Enfin, je sais pas, donner envie aux gens de faire société. Et pas de se positionner, lutter contre les inégalités, putain, c'est quand même la base, quoi. Enfin, il y a des trucs comme ça. Si les gens se sentent vraiment écartés du wagon, écartés de l'histoire. Emmanuel Macron aurait plein de réponses à ça. C'est pour ça que je vois ce que tu veux dire, je l'entends. Il te dirait oui, mais grand débat national, oui, mais convention citoyenne, oui, mais réduction des inégalités, j'y travaille, la preuve, il va te sortir tout un tas de dispositifs qui va permettre l'émancipation par le travail, etc. Eh bien, ce n'est pas suffisant. Je lui répondrai que ce n'est pas suffisant. Peut-être pas suffisant. Alors c'est qu'une question d'intensité ou c'est aussi une question de... C'est une question de volonté politique en fait. Tout ce que dit Léa, moi c'est ça qui m'est venu immédiatement le dimanche soir, je l'ai tweeté dans la foulée, c'est très bien, on a reconduit le président. Maintenant j'aimerais connaître son plan pour savoir comment on fait reculer, et puis on va peut-être dire le mot, parce que c'est pas juste l'extrême droite, c'est le racisme. Alors ça fait crétin, ça fait années 80, etc. De le dire comme ça a été ringardisé, mais il y a un racisme qui a pris des nouvelles formes, le racisme respectable, l'islamophobie tranquille de nos
bourgeois, etc., qui a pris énormément de place, enfin c'est mon avis, ça n'engage que moi, qui a pris énormément de place dans le champ politique, qui a pris énormément de place dans les médias, qui s'est installé dans les mots, dans les façons de faire, dans le Blanquer qui fait un colloque sur le wokisme, y compris dans le gouvernement, dans le fait que ça choque plus que Taha Bouaf soit candidat aux élections législatives, que Éric Zemmour puisse être candidat à l'élection présidentielle, je vois ce que tu veux etc., dire. etc. Donc non mais vraiment, c'est vrai que sur le son discours racisme de a victoire, progressé. moi j'ai été impressionné par le caractère très lambda de Comment son on le fait discours de reculer victoire. Moi ça m'a rappelé un discours de victoire face à l'extrême droite, c'était Xavier Bertrand au régional, je ne sais pas si vous vous souvenez. Xavier Bertrand arrache la région Hauts-de-France de pas beaucoup de voix face à Marine Le Pen en 2015. Et il a fait un discours qui a été assez marquant. Un discours de victoire où il était un peu transcendé par ce qu'il venait de faire et il a dit plus jamais de ma vie je ferai de la politique de la même manière. Ce qui s'est passé ce soir dans le Nord, c'est un moment grave, un moment important de ma vie politique. Et face à l'extrême droite, il va falloir qu'on se rassemble tous. Il va falloir qu'on travaille différemment. Et je me souviens de ce discours de Xavier Bertrand, avait un peu marqué les esprits, comme une espèce de moment. Voilà, c'est pas un discours comme un autre, c'est pas une victoire comme une autre. Il y avait une super mobilisation d'ailleurs du Front républicain à l'époque. Je me souviens du PS qui était à Donf. Enfin bref, ça s'était énormément. Toute la gauche avait retiré ses candidats pour faire barrage et ça fait une transition absolument extraordinaire. Alors merde, je voulais juste dire un dernier truc, juste pour conclure là-dessus, parce que il y a aujourd'hui la une de Libé, c'est sur 13 millions d'électeurs, pourquoi ils ont voté Le Pen, et on trouve tout un tas de raisons, tout un tas d'excuses aussi aux gens qui votent Le Pen, parce que Le Pen c'est quand même un projet raciste, c'est au cœur du projet, il n'a pas beaucoup changé depuis 30 ans, le projet de Le Pen, même le nom n'a pas changé, on met un bulletin Le Pen depuis les années 80 à peu près pour les mêmes choses, à peu près pour les mêmes raisons, mais on va en trouver plein, des nouvelles, et là il y a un chercheur là, qui est interrogé dedans, qui fait le tableau sociologique et générationnel du vote RN, le politologue Gilles Ivaldi, qui dit, mine de rien, selon les régions, en effet, il y a des variables qui changent. Ça peut être pour le niveau d'études, le niveau de vie, il y a des trucs un petit peu qui font changer, qui fait qu'on vote ou pas RN. Par contre, il y a une constante, c'est la question identitaire. C'est-à-dire que la constante qui traverse tout le vote RN, peu importe les sociologies, c'est ces angoisses identitaires. En gros, c'est le racisme. Ouais. C'est que là, mais arrêtons de nous voler la face à dire tout et n'importe quoi sur le vote RN est un vote raciste. Et je sais que dans le chat, on va me dire oui, non, c'est pas vrai, tu peux pas dire que. Bah écoute, il faudrait peut-être au contraire le redire. Il faut que ce soit clair. Ouais. Le redire de temps en temps. Bon voilà. Et en tout cas, je comprends les gens qui t'objecteront. C'est le point commun entre tous les électeurs du RN. Je comprends les gens qui t'objecteront que le vote RN peut aussi s'apparenter à un vote de rejet d'un système plus efficace sauf que ça reste le vote aussi à gauche, un vote raciste. Des gens qui s'arrangent du racisme. Non, mais il y en a plein aussi qui disent non, mais moi je suis pas raciste, mais je vote Le Pen quand même. Alors ils essayent de se convaincre même qu'ils le sont pas. Ils votent effectivement pour un parti raciste qui veut mettre en place un système raciste. Donc peut-être qu'ils se trompent. C'est aussi peut-être ça. Mais c'est vrai donc ils ont un biais raciste dans leur évaluation de s'ils sont racistes ou pas, peut-être. Ils en arrivent à voter pour une raciste. Oui, par ailleurs. Non, mais il y a la question du vote RN, mais surtout sur la question du racisme, c'est la question du vote Zemmour, qui a quand même fait beaucoup de voix au premier tour et qui est dans les beaux quartiers. Oui, notamment. Pas que. Mais surtout. Mais non, mais du coup, il y a pas. Là, c'était pas que le rejet de Macron, c'était pas que. Enfin, il y avait pas toutes ces questions que tu te poses au deuxième tour sur comment qualifier le vote RN. Je suis pas sûr qu'il faille mener une campagne d'ostracisation des électeurs du Rassemblement national en les traitant de fachos, etc. Enfin, il y a un débat dans le chat que je trouve intéressant. C'est la question de la méthode, en fait. Parler aux fachos pas fâchés, fâchés pas fachos, je trouve que ça a plus de sens que d'ostraciser en les insultant ou au contraire. On n'est pas en train de les insulter. Non, c'est pas vous qui le faites. C'est qu'il y en a qui en parlent dans le chat en disant. C'est important, je pense, de rappeler quand même que la pierre angulaire du programme de Marine Le Pen est effectivement le racisme. Je pense que c'est n'insulter personne que de dire ça. C'est une réalité. Je trouve que c'est plus efficace quand les responsables de la France Insoumise sur le plateau de Backseat viennent dire vous vous trompez de vote pour telle et telle raison parce que ces gens-là ne défendent pas vos intérêts. Je trouve que c'est plus efficace que de dire ils sont racistes. Après que des politiques fassent ça, parce qu'en fait ils ont un vote à essayer de glaner derrière. Encore que ce qu'on sait aussi du vote RN, c'est que c'est très largement un vote de droite radicalisé. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu des pauvres de droite, il y a toujours eu des ouvriers de droite, sauf qu'avant ils votaient gentiment Chirac, aujourd'hui ils votent Marine Le Pen. C'est pas ceux-là, est-ce que tu vas les récupérer à la France Insoumise? Pas nécessairement. Donc déjà il y a un mythe là-dedans de on va aller parler aux... alors par contre ceux qui sont vraiment pas fachos et qui votent pas, ça d'accord, mais ceux-là ils se sentent pas insultés quand on dit que le vote RN est un vote raciste, qui votent pas non plus RN. Ceux qui votent RN, je suis désolé, on les récupérera pas, mais je conçois que des responsables politiques aient envie d'essayer.
Très bien, mais nous en tant que, moi en tant que Je pense que commentateur, Ça reste un vote très c'est pas mon populiste. boulot de les draguer. Ça On a reste un pris, vote on a très pris du retard parce que le populiste deuxième aussi. sujet qu'on voulait aborder, c'est le troisième tour de cette élection présidentielle. En tout cas, c'est le mot qui a été utilisé par Jean-Luc Mélenchon. Je sais que ça a beaucoup fait réagir. Les élections législatives auront lieu les 12 et 19 juin prochains. Je vous redonne le calendrier pour qu'on se le remette en tête. Entre le 4 et le 6 mai, c'est la date limite d'inscription sur les listes électorales. Si vous n'avez pas été inscrit pour la présidentielle, mais vous voulez voter aux législatives, vous avez jusqu'au 4 et 6 mai. 4 mai en commissariat à la mairie et 6 mai sur Internet. Je crois que c'est ça. Et la période de candidature, c'est du 16 au 20 mai. 20 mai. Voilà, 16 au 20 mai. Et d'ici à cette période du 16 au 20 mai, les partis sont en train de négocier. Et alors, ils négocient quoi? Est-ce qu'il y en a un de vous trois qui se sent d'expliquer de manière la plus didactique possible qu'est-ce que c'est que ces histoires de négociation? Qu'est-ce qu'ils négocient, les partis, là? On n'avait pas déjà fait ça? Ouais, un petit peu. Je l'avais- C'est toi Bon, qui on va le fais ça refaire. Un truc normalement. C'est toi qui sur explique les législative. trucs. Ouais, si, c'est vrai, je l'avais déjà fait. Vas-y. Bon, on va le refaire. pédagogue. Vas-y, t'es chaud. Il y a 577 élections dans chacune des circonscriptions, et dans chacune des circonscriptions, les partis ont intérêt à y aller rassembler pour une simple et bonne raison, c'est qu'il faut réussir à passer la barre des 12,5% des inscrits au premier tour pour se maintenir au deuxième tour. Et une fois au deuxième tour, il faut essayer d'avoir le plus de voix possible, mais ça comme toute élection, mais surtout d'être devant les autres. Pas forcément de faire 50%. Mais au moins d'être devant les autres. Et c'est comme ça que vous remportez une élection. Et donc, les partis négocient pour savoir qui on présente dans quelle circonscription, et surtout qui on ne présente pas dans quelle circonscription, pour ne pas gêner un copain qui a plus de chances que soi d'être élu. Et donc, c'est là-dessus que sont les négociations. Elles ont été ouvertes à droite comme à gauche. Surtout à gauche en fait. Surtout, chez les Républicains, en ce moment, ça s'engueule ça, car ils ont voté un vote stratégique, on va en parler mardi. Ouais, à mardi. l'Assemblée. ils se sont- Vote stratégique en disant, par exemple, ils ont interdit, eux, les doubles investitures. Les Oui, candidats, mais les c'est ce que Républicains. je dis, c'est que je veux dire, ça négocie pas trop là. LR veut pas négocier. Oui, avec, non, ça négocie les une exclusions partie. éventuelles. Oui, voilà. Parti, ouais. Oui, oui. Les partis. Mais donc, c'est surtout à gauche, effectivement, où on en parle beaucoup, et on va en parler avec notre invité de la semaine, Julien Bayou, tout à l'heure, notre invité politique, pardon. Voilà, les partis de gauche se sont réunis, enfin, sont en train de se réunir jour après jour, et ça échange des tableurs Excel par texto, puisqu'ils essayent de se mettre d'accord sur dans quelle bordel. circonscription est-ce qu'on présente qui, et sur la base de quoi. Vous les suivez, vous, ces négociations? Oh oui. Léa? Ah oui, j'adore, quoi. J'ai l'impression de regarder les Marseillais. Et alors, Ou t'as quoi? les T'as anges de des la insights et tout? télé-réalité, c'est fabuleux. Écoute, je suis tombée sur un article assez intéressant. Je pense qu'il est important aussi de rappeler qu'il y a un enjeu financier avec les législatives. Explique, ouais. Alors, attends, c'est quoi déjà le bail pour... Il faut avoir au moins un candidat dans Alors, 30 il faut avoir départements, au moins 1% des voix dans 50 circonscriptions pour obtenir des financements publics, en fait. Et donc, c'est pas rien, mais c'est quand même assez important. Il faut rappeler quand même que ELV a obtenu zéro siège en 2017 à l'Assemblée nationale. Ouais. Et que là, ils ont quand même investi 550 candidats. Donc, ils sont quand même super chauds, Europe Écologie super Les Verts. motivés. Ouais, on va en discuter. Ils sont en à train mon de avis, négocier. ouais. Mais bref, il y a quand même cet enjeu financier qui n'est pas rien. Je crois que c'est 40 000 euros par élu, non? Alors, c'est 40 000 euros par élu et par an, et c'est aussi 1,40 €. Ouais. Il y a quelqu'un qui l'a dit dans le chat, par voix. Par Ça, voix je savais aussi. pas, en Donc, c'est revanche. important, c'est aussi du pognon pour les partis. Donc, Mais ça fait tu quand as même raison. pas mal de Et pognon cette pour les règle, elle est partis. vachement rigolote parce que donc, les partis sont incités par le code électoral à présenter un maximum de candidats dans un maximum de circonscriptions, ce qui n'est pas une mauvaise nouvelle en soi, parce que du coup, ça les fait chier. Parfois, ils aimeraient bien se mettre d'accord, mais en fait, pour la survie du oui. parti, il faut. Bah En fait, oui. c'est plutôt important parce que ça permet quand même une large représentativité des candidats dans toutes les circonscriptions. Bah oui, Sinon, oui, tout à fait. t'as un Ouais. risque de te retrouver à l'américaine avec des circonscriptions dans lesquelles il n'y a qu'un seul candidat depuis toujours et il n'y a pas de diversité. Et je trouve dans les que camps, en tout cas. de base, du coup, si on n'a pas cet élément financier à l'esprit, peut-être qu'on passe à côté d'une partie du problème, qui est celui qu'on a deux partis qui sont archi-flingués financièrement, trois, comprenant quand même le Parti Socialiste qui est dans la merde, dans la surmerde, ELV qui est quand même bien dans la merde aussi avec 5 millions de dettes, et puis sans compter le Parti des LR. Républicains qui est quand même pas au top du top, quoi. Le RN est endetté à hauteur de 20 millions d'euros. Le RN, ouais, aussi. Le RN ouais, aussi, c'est vrai, oui, ouais, c'est parce vrai. que du coup, ils vont essayer de mettre un petit coup de... En fait, il n'y a que LFI qui a de la thune. Bah écoute, je sais pas. Encore, je sais pas combien leur a coûté leur campagne, Je sais je sais pas, pas comment ouais. ils l'ont financé non plus. Donc, Oui, c'est- Et d'ailleurs, les comptes de campagne, c'est quand? C'est juillet? c'est plus tard, non, c'est plus tard, on a le temps. Oui, Ah ouais oui, Je crois que non, c'est c'était plus tard. juillet. C'est probablement en Ça juillet doit qu'on être aura la, déposé mi-mai. la Commission nationale Ouais. des comptes de campagne rendra son avis Et après, mi-juillet. c'est Et beaucoup plus ensuite, tard. s'il y a saisine du procureur, on part pour 4 ans. Ouais. Je Mais crois on que c'est verra. jusqu'à mi-mai si vous voulez financer encore les partis qui en ont besoin. Ouais, absolument. Et puis on aura, Julien Bayou nous dira tout à l'heure, il y a combien de PZFAS dans la Peut-être caisse. il va donner. Je crois qu'ils organisent une kermesse. Du coup, la France Insoumise, Europe Écologie Les Verts,
le Parti communiste ont commencé à discuter avant les autres. Alors la France Insoumise, on en a parlé la semaine dernière avec Adrien Quatennens, ils y sont allés un peu vénères. Ils ont proposé aux autres partis une répartition du nombre de candidats au prorata du score au premier tour de l'élection présidentielle, ce qui est très violent. 87 candidats pour ELV. 87 candidats. 83, pardon. Ouais, pas députés. 83, ouais. Pas députés. Et donc, ça aurait voulu dire voilà, la mort du Parti communiste, la mort d'Europe Écologie Les Verts, la mort du Parti socialiste, etc. Donc, ça a fait un peu glup et le glup s'est transformé en discussion, en négociation. Et semble-t-il que ça avance bien. Je ne sais pas si vous... Alors, ça dépend ce que vous lisez comme article. En fait. Ouais, c'est ça. Bien sûr, France Inter vous explique tous que ça avance pas et que c'est la merde. Et dans les articles de journaux, il y a des journalistes qui disent non, mais si ça progresse, ça va dans le bon sens. Même la France Insoumise s'est dit agréablement surprise par la vitesse Moi, ce de que je l'avancée trouve des négos. fascinant dans cet épisode de notre vie politique, c'est les enjeux derrière tout ça. Parce que quand tu y réfléchis bien, tu as le Parti socialiste qui a fait 1,83%, je sais pas quoi, enfin un score risible, mais qui a quand même 29 députés à l'Assemblée nationale donc, et une assise territoriale. Donc dire c'est au prorata de votre score à l'élection présidentielle, c'est quand même moyen et un peu mi-cool, je trouve. Sachant que finalement, LFI n'a que 17 élus et que le groupe PS en a 29, PS apparenté, qui n'est pas exclu parce qu'ils sont quand même plutôt bien implantés, que ça se renouvelle, quoi. Donc je ne serais pas surprise que finalement le PS se retrouve avec davantage d'élus que LFI à la base. Mais comme LFI dit, c'est nous qui avons fait le plus gros score à la présidentielle, c'est nous qui menons les négociations. C'est compliqué. Hein. Ouais, c'est compliqué, mais donc là, par exemple, ces 29 députés socialistes là, est-ce que la France Insoumise va vouloir présenter face à eux un candidat ? Et là, les socialistes vont dire attendez les copains, vous êtes sûrs d'avoir un intérêt à ce qu'on perde tous cette circo ? Parce que le risque en fait, c'est qu'on la perde tous ensemble. C'est qu'elle passe soit En Marche, soit autre chose, etc. Donc la négo, c'est ça en fait. La négo, c'est aussi est-ce qu'on reconduit les sortants ? Il y a peut-être des territoires dans lesquels, sur la base des municipales, on a quand même des chances que ce soit, alors peut-être pas un LFI parce que les scores sont pas ouf. Je parle bien de circo. Hein. Dans cette circo-là, en vrai, on a plutôt intérêt à mettre un socialiste parce que ça. En Bretagne. La Bretagne, c'est un bon exemple. Dans certaines grandes métropoles, avec les écolos, à Lyon, à Strasbourg, à Bordeaux, c'est peut-être pas le moment de balancer un LFI là tout de suite. Laissez-nous avec les écolos, ça marche bien. Ouais. Bon, c'est un joyeux bordel quand même. Mais c'est fascinant, moi je trouve ça absolument génial. J'adore. J'adore. Je vais me faire chier après, vraiment. J'ai hâte que Julien Bayou soit là pour qu'on en discute. Et du coup, ça crée des tensions en interne au parti, parce que du coup, on négocie. Alors, on négocie sur une base programmatique, parce que c'est aussi quand même ça la base. Hein. Il y a quand même un accord de programme sur si on est élu ensemble et qu'on du coup on bosse ensemble, qu'est-ce qu'on défend ensemble. Donc des enjeux sur la retraite, sur le nucléaire, bref, on refait sur le SMIC, etc. Donc bref, on refait les discussions de l'Union de la gauche. Ça n'a pas changé avec le temps. Mais il y a aussi la liste, le casting, qui on garde pas, qui on veut faire élire. Les investitures en soi, c'est la merde au sein des partis. Mais exactement ce que j'allais dire. Déjà au sein des partis, c'est hyper compliqué. Enfin, vraiment, tout le monde se tire dans les pattes et depuis toujours. Donc là, quand tu additionnes les accords entre 2, 3 ou 4 partis, ça va être très, très, très compliqué. Et donc, du coup, ce qui s'est passé au début, c'est que la France Insoumise a dit on discutera pas avec les socialistes. C'est mort. On ne discutera pas avec eux. Et finalement, si. Les discussions ont été ouvertes hier. Il y a une rencontre qui a été faite avec une délégation du Parti Socialiste qui allait rencontrer la France Insoumise. Et d'après les quelques articles de journaux qui en sont sortis, en fait, ils ont été tous agréablement surpris de voir qu'en fait, ça va, qu'on arrive à se parler. Et puis, en fait... c'est fascinant. C'est un des lettres d'excuses. Mais moi, ça m'étonne pas. C'est un des arcs les plus fascinants de cette période-là, l'arc de rédemption du Parti socialiste. Alors, c'est pas les mêmes, hein, parce que ceux de l'époque Hollande, là, les éléphants, les Olivier Faure, pas les Olivier Faure, les Stéphane Le Foll, les François Hollande, voilà, tous ces gens-là pestent contre cette alliance avec la France insoumise, qui se fait en effet au prix du bilan de Hollande, quoi. C'est-à-dire que les jeunes là qui arrivent là, parce qu'ils sont plus jeunes, il y a une nouvelle génération de maires socialistes qui arrivent, qui se réclament de l'héritage du long terme, du long cours, comment on dit, de l'héritage de Blum et de Jaurès, bien plus que de l'héritage de François Mitterrand et de Jacques Delors et de Michel Rocard, etc., et de l'Union européenne, qui vont chercher dans les racines du socialisme, comment on refait un parti socialiste au XXIe siècle, et du coup, eux, ils disent, très bien, et maintenant discutons avec les insoumis, et ils ont moins de problèmes que n'en ont les vieux, qui en plus, rajoutons à ça que les vieux ont des comptes à régler avec Jean-Luc Mélenchon. Qui lui-même a des comptes à régler avec eux, hein, il faut leur remettre ça. Évidemment. Et donc François Hollande, effectivement, qui n'est pas content du tout et qui commence à refaire une tournée des médias en expliquant qu'il faut recréer un parti socialiste et qu'il ne faut pas d'accord avec la France insoumise. Et Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste, qui a apparemment piqué une colère il y a 2 jours en disant aux gens qui ne voulaient pas d'accord avec la France insoumise, mais barrez-vous du PS, cassez-vous, rejoignez Macron, allez-y. Nous, on a un intérêt, on pense que l'intérêt de l'avenir de la gauche va se faire avec la France insoumise, la preuve, le premier tour de la présidentielle. On a une carte à jouer pour être l'aile de la deuxième gauche
gauche de cette grande nouvelle minorité ou majorité de gauche. Et donc, c'est là, on a des œufs à défendre avec eux. Et encore une fois, moi, j'ai observé le Parlement ces 5 dernières années. Le groupe socialiste, le groupe communiste et le groupe insoumis à l'Assemblée nationale ne sont pas des adversaires les uns des autres. Ce n'est pas vrai. Ils ont bien bossé ensemble avec des subtilités. Les socialistes étaient beaucoup plus techniques et pratiques et les insoumis gueulaient beaucoup plus. Ils ont saisi ensemble le Conseil constitutionnel à plusieurs reprises et ils arrivaient à se mettre d'accord sur les saisines. Donc ça fonctionne bien au Parlement entre les socialistes et les insoumis. Donc bon. Moi, j'ai hâte de voir ce que ELV aussi va décider de faire, parce que ELV, je trouve qu'ils ont, je le dis avant que Julien Bayou arrive, parce qu'il risque de mal le prendre, mais je trouve qu'ils pètent un peu plus haut que leur cul, comme on dit. Qui s'en rappelle les Verts ? Ouais, un peu, ouais. Plus ils s'emballent un peu, enfin, ouais. Déjà, ils s'étaient grave emballés au mois de novembre, décembre, en mode, ouais, on est le parti qui va tout défoncer, le climat c'est nous, tout ça. Bah oui, puisqu'ils font des scores de merde, excuse-moi. Ouais, mais en même temps, ils ont l'argument du vote utile. La pseudo-vague verte, c'était une petite vaguelette. C'était plutôt ni aux européennes. Non, mais c'était pas ouf. Je suis désolée. Ils sont devenus. Ils ont combien de députés européens ? Ils en ont 3. Non, mais ils ont quand même fait un score non négligeable aux élections intermédiaires, à la différence de la France Insoumise. Donc ils ont pas tort, justement, quand on commence à discuter de circonscription. Oui et non, parce qu'en réalité, il y avait quand même des alliances aussi dans la majeure partie des villes où ils ont été élus. Avec les socialistes, pas avec les insoumis. Oui, c'est vrai. Avec les socialistes. Oui, il y en a eu quand même. Mais il y en a eu quand même aussi, ouais. Mais beaucoup plus avec les socialistes, bien sûr. Je dis pas que LFI a une implantation territoriale beaucoup mieux. Hein. Il n'en demeure pas moins qu'LFI avait quand même un groupe parlementaire, ce que ELV n'a jamais réussi à avoir. Parce qu'ils avaient fait un accord avec Benoît Hamon et que. Oui, voilà, ce que LFI n'a jamais, ELV n'a jamais réussi à avoir. Et ils étaient vraiment genre en mode on pèse dans le game pour la campagne présidentielle. Et là, ils reviennent en mode on est super important, machin. Franchement, je pense qu'il faut quand même qu'ils se calment, en fait. Enfin, je suis désolée de dire ça comme ça, mais je trouve sincèrement qu'ils s'emballent un peu et qu'ils font plus de bruit que la réalité, en fait. Il faut voir que historiquement, ils avaient nourri beaucoup de frustration d'être un espèce de satellite du PS pendant des années. Ils sont invités, pas invités, ils ont 2 ministres par-ci, par-là, voilà, ils sont un appoint pour la majorité. Et ça, c'est un peu leur histoire, quoi, d'avoir été ce truc-là. Et ils se disaient, enfin, c'est notre tour. Oui, c'est ça, enfin, c'est notre tour. C'est pas votre tour, Il y aurait pu avoir, effectivement, un élan. Rappelez-vous, dans cette excellente émission qui s'appelle Backseat, au mois de septembre dernier, on en parlait et on se disait, est-ce que ce serait pas le moment que le PS se range derrière les écolos, c'est peut-être le moment d'inverser la vapeur. C'est vrai. Il faut qu'ils présentent une candidate et machin. Bon, Anne Hidalgo avait proposé la primaire populaire en disant réglons ça autour de la primaire populaire. Elle savait très bien que c'était plutôt Jadot qui avait une chance de la gagner, voire Jean-Luc Mélenchon, qu'elle. Finalement, ils y sont tous allés comme des cons, ils sont tous en train de se planter. Mais moi, je comprends encore une fois pourquoi. Enfin, en même temps, on en parlera avec Julien. De fait, ils ont fait 3 fois plus de scores que le PS au premier tour. Oui, quand même. Dit comme ça, c'est clair. Le PS, ils ont au moins compris qu'ils étaient cuits, tu vois. Qu'ils étaient cuits au niveau national. Sur les élections présidentielles. Là, ils ont lâché. Non, parce que légitimement, encore une fois, ils ont un groupe avec plus de 29 députés, et ils ont aussi quand même pas mal de sénateurs et sénatrices, parce qu'on oublie souvent le Sénat, mais voilà, ça reste une force politique importante. Et les communistes aussi, hein, on verra en juin prochain, peut-être que ce sera pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale qu'il n'y a plus de groupe communiste à l'Assemblée nationale. Ce qui est un signal intéressant de... Enfin voilà, moi j'ai beaucoup d'amour pour le groupe communiste parce que je les aime bien. Les sénateurs communistes, je les ai tous interviewés, ils sont hyper intéressants, ils ont un rapport à l'exercice du pouvoir qui est très chouette. Mais bref, politiquement, dans un contexte de montée du racisme... On n'a pas eu le temps de parler de la droite. Mais justement, c'est un sujet d'après parce que là on est déjà en retard. On est à la bourre, là, il faut parler de la droite. Ah mais attends, il faut parler de la droite. Il y a une charte de la clarté et de l'indépendance qui a été votée par le Conseil stratégique des Républicains, qui est assez simple. Indépendance totale vis-à-vis de la République en marche et du Rassemblement national. Pas de double investiture aux législatives et obligation de siéger dans le groupe de droite à l'Assemblée pour les élus. Les Républicains qui sont en train de se déchirer de ouf sur la question des législatives parce qu'il y en a un paquet qui commence à se dire que c'est peut-être le moment de passer chez la République en marche, qu'avoir la double investiture, c'est un peu une garantie d'être élu. Et voilà, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on se flingue quitte à être un groupe ultra minoritaire de la droite républicaine écrasé entre un groupe de l'extrême droite et la République en marche ? Ou est-ce qu'on essaie quand même de défendre l'existence d'un groupe les Républicains ? Je rappelle que les Républicains ont été la première force d'opposition à Emmanuel Macron à l'Assemblée nationale pendant ces 5 dernières années. Une centaine de députés. Et pas des moindres, plutôt du talentueux et plutôt du coriace, qui malheureusement pour eux se sont fait bouffer parce qu'ils n'arrivaient pas à faire entendre la subtilité de leur voix particulière dans l'hémicycle, parce que ils ont voté les trucs sur le Covid, parce que haut niveau de responsabilité de l'État et tout. Et puis surtout que des mecs issus de leur rang faisaient partie du gouvernement d'Emmanuel Macron en 2017. C'est quand même le premier truc que tu fais quand tu retires
la pierre en bas de l'édifice, il a du mal à tenir quand même. C'est Donc, Damien ça, Abad, c'était- Damien Abad, le président du groupe, Les Républicains, très légitime d'ailleurs au sein de son groupe, très apprécié par tout le monde, qui est susceptible de rejoindre La République En Marche. Apparemment, les discussions sont en cours. Et voilà. Tu voulais absolument en parler, toi, Usul, t'as un truc à dire? Ouais. Bah, non, mais pour T'as insisté, voilà. Pour que les gens se fassent un peu une idée aussi de ce qui va se passer, de ce qui peut se passer à droite, il va y avoir évidemment de nouvelles défections chez LR, parce qu'en effet la consigne c'est pas d'alliance avec Macron. Mais enfin, probablement qu'il y a des gens, on l'a déjà dit ici. Alors Sarkozy les encourage en plus à le faire, à aller vers le. Vous voyez bien que c'est Macron maintenant, la droite dite républicaine, voilà, l'alliance de la droite et du centre. L'ancienne UMP, c'est Macron, quoi. Ouais. Donc aller vers Macron. Et puis. Édouard Philippe leur proposait en plus un autre sas de sortie. Ils en ont plusieurs, ils ont plusieurs options. Ah bah là, on les accueille des viennoiseries et du café, hein, ça Et c'est sûr. alors, C'est voilà, sur les bienvenus, et ils ont hein. dit donc Chez- pas d'alliance. Chez Édouard Philippe et chez Franck Riester. Voilà, et Horizon et Agir. pardon. exactement. Et LR donc font des bureaux politiques machin où ils votent mollement leurs trucs. Copé pourrait aussi se barrer. Lui, il est pour que en fait on négocie après. On fait on fait les élections, on fait notre groupe et notre groupe après on pourrait négocier après la pointe En de fait, notre c'est groupe tous les ou mecs pas. de l'affaire Big Malion, en gros, qui veulent être là-dessus. Voilà. Quand il pense, t'as Wörth, qui a déjà. Enfin, Eric il est Woerth grave. déjà rejoint, ouais. Il est complètement mouillé dans Big Malion. Il était mouillé dans Big Malion? Bah, bien sûr, il était C'était trésorier, c'était le lui, trésorier, à l'époque. c'était le trésor. Président de la Ah commission ouais. des finances, je rappelle, Eric Woerth. Donc, Pas bon, n'importe c'est vrai qui. que c'est commode, Futur ministre des Finances, hein, ça l'immunité paraît parlementaire dans ces moments-là. Ouais, et puis par contre, ce qui est intéressant aussi, c'est que chez LR, ils ont aussi dit pas de discussion avec le RN, pas de discussion avec Reconquête. Parce que je rappelle qu'à la base, Éric Zemmour était pour faire l'union des droites. Mais personne en veut de son union. Et bah tant mieux. Personne veut s'allier avec lui. Le RN veut pas discuter avec lui parce que il a fait que pourrir Marine Le Pen, dire qu'elle y arrivera jamais, etc. Donc il y a des vexations. Ils sont rares au RN à dire que c'est pas grave, on s'en fout, on discute quand même. Et LR veut toujours pas s'allier avec eux parce ils ont fait la campagne la plus extrême droitière possible, avec des moments qui faisaient frissonner si tu as un peu des petits réflexes antifascistes quand même. Donc du coup, il y a peut-être encore des gens chez LR qui se réclament du gaullisme et qui ont trouvé ça bizarre. Bref, du coup, l'union des droites telle que prônée par Éric Zemmour ne prendra pas, en tout cas pendant ces législatives. Ça Pourtant, aussi, c'est important à droite. J'aimerais beaucoup recevoir Julien Aubert d'ailleurs sur ce plateau parce qu'il prend des positions. Pourtant, il tente des trucs. Hein. Il met pas de candidat face à Marine Le Pen. Ouais. Il met pas de candidat face à Éric Ciotti. Ouais. Enfin, il essaye un petit peu de déstabiliser dans chaque camp parce que Ciotti se retrouve effectivement sans candidat face à lui. On peut. Mais lui-même, il va être on va devoir avancer. Juste un dernier Non, truc non, que je voulais vous dire, un Zemmour. truc important. Méfiez-vous des sondages. pardon. Alors, les sondages dans le cadre d'une présidentielle, c'est pas la même chose que dans le cadre d'une législative. Il y a déjà des projections qui sont sorties, qui ont un peu circulé sur Twitter, etc. On parle quand même de 577 élections par circonscription. Oui, c'est local. Chaque circo est très spécifique, il peut se passer des choses, des ralliements, des reniements, des machins. Donc les projections, moi que j'ai vues sur Twitter, à chaque fois je suis en mode attendez, là, vraiment on n'en sait rien. En présidentielle, on peut discuter des marges d'erreur et tout, et ça donne quand même des tendances globales. Là, je suis désolé, j'ai vu des trucs popper avec des 400 députés en marche, et attends, on verra. C'est bien que tu le rappelles pour les sondages, mais aussi pour les élections elles-mêmes, en fait, hein, parce que Adrien Quatennens nous expliquait la semaine dernière que non, c'était une élection nationale, parce que ça donnait un mouvement national, et qu'on allait tous élire tu on vois, n'a pas un eu cette nouveau Premier discussion, ministre tiens. quasiment. C'est vrai. Bah si, on Comment l'a eu si, avec on l'a eu Quatennens. Oui, non, mais là aujourd'hui, parce que maintenant, il y a. Enfin bon, mais bref. Il y aura d'autres backseats On d'ici l'aura. aux législatives, vous inquiétez Ouais, pas. c'est Chers clair. amis, on va enchaîner, on va passer à la séquence suivie. Alors, voilà, putain, Vas-y, il a voulu. Bah, refais-la, les cartes- refais-la, allez, vas-y, les cartes vas-y, refais-la. blanches. Attends, Allez, On hop. coupera au montage. Chers amis, je vous propose que nous enchaînions et que nous passions à la séquence des cartes blanches. Ça va le bello cheese? Pardon, excusez-moi, c'est un réflexe. Les cartes blanches, comme chaque semaine, mes chroniqueurs et chroniqueuses ont la possibilité de venir vous dire un truc, une recommandation, un poème, une chanson, ce que vous voulez. Usul, on commence par toi. Oui, bah, je vais vous parler d'un petit Oui. documentaire. Et puis pour changer, on va parler un peu de l'extrême droite. Ah, Il y a un Ah. documentaire sur Arte. Mais non, mais parce que, Vas-y, écoutez, l'extrême droite monte, elle est à 41,5% au second tour. C'est peut-être intéressant de s'intéresser à cette Ouais. famille de pensée. Ouais. Et surtout, à comment elle a reformulé sa proposition d'extrême droite au fur et à mesure de la suite du XXe siècle. Parce que le début du XXe siècle, à un moment, ça marchait vachement bien pour eux. Ils avaient plusieurs pays et tout. Puis ça a dégénéré en guerre. Parce que, comme le disait Mitterrand, le nationalisme, c'est la guerre. c'est la guerre. Et donc, derrière, il a fallu dire, bon, non, comment on reformule notre proposition? Et pour
pour ça, il y a quelques intellectuels qu'on comptait, notamment en France, Alain de Benoît, et Alain de Benoît lui-même lisait des conservateurs allemands qui eux-mêmes essayaient de reformuler quelque chose après le nazisme. Alors évidemment, d'un côté comme de l'autre du Rhin, c'est plein de... Donc le documentaire s'appelle Le Pen, Junger et la Nouvelle Droite. Et... des deux côtés du Rhin, évidemment, c'est des gens qui avaient mouillé avec le gouvernement d'extrême droite, donc soit des vichistes, soit des anciens nazis, qui ont essayé de reformuler ça. Et l'histoire, ce documentaire est très intéressant parce qu'il nous fait une petite généalogie, une petite histoire des idées. Ouais. Comment ils ont réussi à reformuler une proposition pour qu'elle soit audible dans... Post-nazisme. Voilà, post-nazisme, post-Seconde Guerre mondiale. Et voilà, intéressez-vous peut-être à comment ils ont réussi à nous endormir, en fait, à nouveau, et comment... Alors, tu peux redonner le titre et où est-ce qu'on Le le trouve ? Pen, Junger, etc. Pour l'instant, il n'est pas encore disponible sur la chaîne YouTube d'Arte. Il est disponible sur le site arte.fr. Arte.tv. Arte.tv, oui, c'est ça, exactement. Et voilà. Et restez vigilants. Il y a un point qui est très intéressant parce que c'est intéressant de s'intéresser aux idéologues parce qu'eux, ils formulent. Oui, c'est intéressant. C'est intéressant de s'intéresser. Et parce qu'eux, ils formulent des choses et ils disent. Et on peut les regarder comme Éric Zemmour et se dire ce ne sont que des discours. Mais ces discours, ils se traduisent en actes derrière. Il y a ceux qui parlent, il y a ceux qui écrivent et il y a ceux qui font derrière. Ceux qui comprennent le discours et qui disent un petit peu comme quand Éric Zemmour, à la grande convention de la droite il y a 2 ans, avait dit il faut rentrer en résistance, c'est votre responsabilité. Jusqu'où tu l'interprètes, ce truc-là, Je rappelle que moi, un de mes premiers souvenirs politiques, c'est en 95, quand un jeune arabe avait été jeté dans la Seine, en 95, par 2 skinheads à l'époque. Ouais. C'est un de mes premiers souvenirs politiques, et c'était un moment aussi où je me suis dit, ok, l'extrême droite tue. Je crois que c'était Boim Boharam, je crois qu'il s'appelait. Je sais plus, mais je crois que c'était Boharam, ouais. Et figurez-vous que, pareil, on n'en a pas énormément parlé, mais puisqu'on a 2 minutes, non, on a une minute. Il y a quelqu'un aussi qui a ce week-end aussi agressé au couteau un prêtre à Nice. Donc l'idée, c'était qu'il fallait faire une sorte d'attentat parce que ça pouvait bousculer le second tour de la présidentielle. Il s'est avéré que c'était un sympathisant du Rassemblement national qui s'appelait Kevin, qu'on retrouve même parfois sur une photo aussi, je crois, ou avec des gens du RN, etc. Enfin bref, tout ça pour dire que il y a des gens qui pensent, puis après il y a des gens qui font. Donc prenons au sérieux aussi les gens qui pensent, parce qu'il y en a d'autres qui les prennent tellement au sérieux que derrière ils passent à l'acte. Il y a quelqu'un qui a dit Usul est dans un tunnel, Jean est en train de mourir autant que ce qui reste du planning. Oui, tu as raison. Merci, mais on n'en a pas parlé de ce truc. Tu as raison, ce documentaire, on ira le voir. Non, complètement, on n'a pas le temps. Non, vraiment vite fait, c'est super intéressant. Il y a des gens dans le chat qui ont dit qu'il était bien sur la chaîne YouTube d'Arte, le docu. Ah bon, très bien. Allez-y, merci d'ailleurs aux modérateurs qui l'ont mis le lien. C'est cool de votre part. Juste pour illustrer un peu le propos, j'écoutais la semaine dernière un podcast de The Economist, qui est donc un journal ultra libéral, qui faisait un parallèle en disant, vous imaginez Michel Houellebecq, qui parlait donc de la France, Michel Houellebecq qui prend des théories de Renaud Dumas sur le grand remplacement et qui écrit un livre qui est basé sur la théorie du grand remplacement. Ce serait un peu comme si Philippe Roth, notre écrivain national, rédigeait un roman sur cette question-là. Et les Américains étaient effarés, les Anglais aussi. C'est-à-dire l'importance, précisément des idées et des récits. C'est Renaud Camus, Renaud Camus, pas Renaud Dumas. Oui, pardon, n'importe quoi. Léa, on enchaîne avec toi, ça te va ? Allez, vas-y. Je vais le faire très vite. J'ai pas de carte blanche, c'est bon ? Non, mais comme tu veux, je te presse pas, mais si t'en as pas, c'est mieux. Je voulais vous parler d'un petit projet qui me tient à cœur. Alors, c'est peut-être un détail pour vous, mais bon, pour d'autres, ça veut dire beaucoup. En fait, je voulais vous parler du développement de Popol. Popol grandit. Ton podcast ? Ouais, Popol devient Popol Média par étapes en fait. Donc de la nécessité d'avoir un contre-discours médiatique et de sortir des trucs qu'on a l'habitude d'entendre. Je vous propose donc de développer le podcast. Donc on garde le format podcast actu hebdomadaire, actu politique, une publication hebdomadaire. Et on va sortir, si on arrive à atteindre le premier palier, une newsletter qui sera bimensuelle. Je dis on, car je fais ça en collaboration avec mon éditrice, avec qui j'ai écrit le livre. Là, plus de femmes en politique, donc Camille Dumas, qui sera à la manœuvre sur la newsletter. Donc newsletter où on parlera en fait de politique avec un regard féministe. Il y a d'abord ça. Ils ont sorti tous les deux le placement produit. Il y a d'abord ça, et on va aussi créer une association pour permettre à davantage de féministes de s'engager en politique. Trop cool. Et je vous annonce aussi, parce que je viens d'avoir l'information qu'il y aura de nouveaux lives de Popol. Le prochain live de Popol sera le 8 juin pour parler des législatives avec Réjeanne Sénat
Manac, Alice Coffin et Dolores Baquella au Pavillon des Canaux à Paris. Bisous. Merci beaucoup, merci beaucoup Léa. Donc voilà, Ah oui, pardon, il y a un crowdfunding pour Popol, j'avais oublié. Il y a un crowdfunding, donc Je suis vraiment une bolosse, quoi, j'oublie le plus important. donnez de l'argent pour faire monter Popol, on peut le dire Donnez comme ça. d'abord pour Baxit et après, s'il vous reste un peu de thunes, voilà. Merci à toi Léa et bonne continuation à Popol. Merci. On espère que que Popol va grimper fort. Bon, pardon. Alors moi, du coup, j'ai pas eu le temps vraiment de bosser de ouf parce que je sais pas vous, mais moi, depuis dimanche, j'ai l'impression d'être en grosse gueule de bois. Pas les normes, tu vois, genre la biture du chèque qui a mal tourné et tu t'es pris un platane, on est aux urgences. Dimanche, on n'est pas allé jusque-là. Mais on s'est quand même réveillé avec la bouche un peu pâteuse et quelqu'un qu'on n'avait pas envie de retrouver là à côté dans le lit. Manu, en fait, c'est un peu notre plan cul régulier qu'on essaye d'arrêter, mais qu'on n'a pas encore trouvé mieux. Ah yes. Alors, c'est énorme. il tient pas toutes ses promesses. Il est en même temps avec toi et pas avec toi. Puis il est toujours à droite à gauche. Hein, et tu t'es promis que non, tu te le retaperas pas. Mais comme t'as pas sécurisé d'autres prospects, que la piste de danse s'est vidée, là il est 5h du mat, les lumières se rallument. Ta seule option autre, elle est au bout du bar, hein, et elle a beau élever des chats, tu sens qu'elle a le potentiel un peu expérience BDSM, quoi. Il y a des gens qui aiment, mais toi, t'as pas envie d'avoir mal au cul. Donc, quand t'es en gueule de bois, qu'est-ce que tu fais ? Tu sais, quand t'as ton t-shirt troué, les cheveux hirsutes et la laine vodka poney, dont on parlait un peu tout à l'heure, de quoi t'as besoin ? C'est généralement la Cronenbourg du lendemain de cuite. Faut soigner le mal par le mal. Donc, nous, si on est en gueule de bois politique, cette petite binouse du réveil, c'est le documentaire sur la présidentielle de l'émission C'est Politique qui a été diffusé mardi soir sur France 5 et qui est l'objet de ma carte blanche. Il s'appelle Bloc contre Bloc, ce docu. Il suit les principaux candidats dans les 4 derniers mois de la campagne. Il est sorti 48 heures après l'élection. Donc, tour de force, les journalistes ont enchaîné les nuits blanches pour le terminer. Donc, big up à Camille Girard et Florent Maillet. Je ne suis pas payée par France Télévisions, mais je voulais les féliciter. La campagne et ses temps forts, donc résumé en 1 heure, c'est assez impressionnant. Bon, après, c'est pas non plus du 2 pardon, mais il y a quand même des petits éléments behind the scenes assez sympas, savoureux. Donc, je vous en ai choisi juste quelques-uns. Genre QG de campagne de Valoche, le député Geoffroy Didier avec la même chemise blanche que Manu, sauf qu'elle est boutonnée droite, 3 boutons plus haut. Parce que les LR, c'est tout pareil que Manu, mais en moins bien. Il préside une réunion sur la stratégie du compte TikTok de Valoche. Et tu sens qu'il est aussi à l'aise que Jean Lassalle dans une table ronde sur féminisme et intersectionnalité. C'est... Voilà. Autre moment, Philippe Devilliers qui fait du phoning pour les signatures de Zemmour. C'est assez savoureux, je vous invite à aller le regarder. J'ai vu l'extrait. C'est incroyable. Ça sent vraiment le truc organisé pour les caméras, parce que déjà un centre d'appel dans le 8e arrondissement, ça n'existe pas. Mais surtout, il raccroche pas lui-même son téléphone portable. C'est vraiment vrai. Il le tend à l'âme damnée qui se tape. Tenez mon petit, quoi. C'est vraiment infernal. Et il y a ce dernier moment aussi assez génial où Marine Le Pen compare Jordan Bardella au petit chiot affamé dans les 101 Dalmatiens. Parce qu'il a faim tout le temps. Alors, si on est sur le registre de l'appétit, moi, Jordan, il me fait plutôt penser à Hannibal Lecter dans Le Silence des agneaux. Alors, peut-être que du point de vue de Cruella Le Pen, Jordan est un chiot, mais bon, voilà, la vie est une question de perspective. Bref, c'est pas si mal foutu leur truc, mais je me demande quand même s'il arrive pas un peu trop tôt, ce docu. Finalement, est-ce que cette bière du matin, c'est pas un peu la fausse bonne idée, tu vois ? D'autant que là, je trouve qu'elle a un peu le goût de celle dégoûtante avec les mégots dedans. Tu retrouves. C'est vrai, on la connaît. Ouais. Un peu. Donc peut-être que c'est pas fait pour être regardé maintenant, ce documentaire. C'est peut-être fait pour être regardé beaucoup plus tard. Comme un autre documentaire que je vous recommande, double carte blanche. Celui-là, vous pouvez le retrouver sur YouTube. C'est un reportage sur l'émission Le Droit de Savoir, une émission des années 2000. Et ça s'appelle Le Pen contre Chirac, 21 avril 2002. C'est sur YouTube. Ça raconte l'effroi du 21 avril, l'entre-deux tours, la nomination de Raffarin. Tout est dans son jus, on clope partout. Roselyne Bachelot a déjà l'air d'avoir 70 ans. Enfin, c'est... Voilà. On n'a dit pas le physique. C'est pas sur le physique, c'est plus sur les tenues en fait. Mais si vous faites donc une overdose de politique en 2022, faites un petit break et un petit flashback en 2002, ça remet les choses en perspective, notamment sur la façon dont on n'imaginait pas que le monde change en 20 ans. Et parce que comme disait Machiavel, c'est le petit moment France Inter, pour prévoir l'avenir, il faut connaître le passé car les événements de ce monde ont en tout temps des liens au temps qui les ont précédés. Merci voilà. Adèle, bravo pour cette carte blanche. Et merci beaucoup aux modérateurs qui ont trouvé le lien donc, de documentaire et qui l'ont mis dans le chat. Donc voilà, vous pouvez vous ouvrir des onglets, les amis, c'est pour votre nuit ce soir, ces différentes recommandations. Merci à vous trois. Chers amis, on va passer à la séquence suivante de l'émission. Comme chaque semaine, on a l'immense plaisir d'accueillir une personnalité qui nous inspire sur Internet et qui vient discuter avec nous de son rapport à la politique.